Si vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, et si vous arrivez tout juste à finir le mois avec votre salaire, vous êtes au bon endroit. D'ici la fin de l'épisode, vous saurez comment gérer votre budget personnel, on verra comment ne plus jamais manquer d'argent, et on découvrira qu'on peut même le faire fructifier. Alors restez avec moi et n'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que vous connaissez la différence entre les riches et la classe moyenne? La différence, c'est que les riches transmettent à leurs enfants leur éducation financière. Tandis que pour la classe moyenne, l'argent est tabou, et donc ils n'en parlent pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne connaissent rien sur l'argent. Beaucoup de personnes ont l'impression que la différence entre la classe moyenne et les riches, c'est uniquement combien est-ce que les riches vont gagner comparé à la classe moyenne. En réalité, les riches n'apprennent pas uniquement à gagner plus, mais ils apprennent aussi à mieux dépenser leur argent et à l'investir. C'est une histoire de gestion de leurs finances qu'ils ont appris grâce à leur éducation financière. Maintenant, la plupart d'entre vous pensez sûrement que plus d'argent résoudra vos problèmes. Mais c'est faux. Parce qu'en réalité, vos problèmes économiques sont le symptôme de 3 choses. 1. Le manque d'éducation financière. Donc, comment fonctionne l'argent, comment en avoir plus, comment gérer un budget. 2. Le manque de planification. Parce que tout le monde veut devenir riche, mais personne ne dresse un plan pour y arriver. Et 3. Le manque de maîtrise de soi. On aime tous avoir de nouveaux vêtements, dépenser de l'argent pour se faire plaisir, pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Le problème finalement, c'est que la plupart d'entre nous, on connaît que très peu de choses sur les finances personnelles. C'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école, malheureusement, et qui est même tabou dans notre société. Donc, dans une grande partie des cas, avoir plus d'argent ne va pas résoudre vos problèmes financiers, puisque votre situation financière vient de votre éducation financière, donc de vos habitudes et de ce que vous pensez savoir sur l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que même si votre salaire augmente, vous avez toujours les mêmes problèmes. On va prendre un exemple. Selon vous, qui est le plus riche entre quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et quelqu'un qui en gagne 2 000? Si vous avez dit 10 000, c'est pas forcément vrai. Parce que si cette personne a des dépenses mensuelles de 10 000 euros et que l'autre a des dépenses de 1 500 euros, alors la personne la plus riche, c'est celle qui gagne 2 000 euros par mois. Parce qu'elle arrive à mettre de côté 500 euros de plus chaque mois. La clé pour ne plus jamais manquer d'argent, c'est donc d'augmenter votre intelligence financière. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut travailler très dur. C'est en fait une fausse croyance. Combien de moyens est-ce que vous pensez qu'il existe pour gagner de l'argent? Je vais vous le dire, il y en a 2. Soit travailler, soit faire travailler l'argent. C'est les 2 seules façons. Travailler ou faire travailler l'argent. Je vais vous montrer ça visuellement avec le cadran du cash flow. Il existe 2 catégories dans chaque façon de faire de l'argent. La première, c'est E pour employé. C'est travailler pour un patron en échange d'un salaire. Ça, tout le monde connaît. Ça peut être ouvrier, caissier, livreur, etc. La deuxième, c'est T pour travailleur indépendant. C'est travailler pour son propre compte et être son propre patron. Ça, ce sont les 2 seules façons de faire de l'argent qu'on nous apprend à l'école. Étudier très dur pour avoir un beau travail plus tard. C'est ce qu'on nous apprend. Toute notre éducation est basée sur le fait d'être un bon employé ou ouvrier et sur le fait de travailler toute notre vie jusqu'à la retraite. Tout ce qu'on nous apprend, c'est cette colonne de gauche. On nous apprend donc qu'il faut échanger notre temps de vie contre de l'argent. Ce que l'école ne nous apprend pas, par contre, c'est l'autre façon de gagner de l'argent. Celui qui ne nécessite aucun échange de temps contre de l'argent. On va donc passer à la colonne de droite. Il y a d'abord la catégorie P, pour patron d'entreprise. C'est lorsqu'on est patron d'une entreprise qu'on a des employés qui font le travail nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc, on n'a pas besoin d'être là pour générer du profit. Ensuite, il y a la catégorie I pour investisseur. C'est lorsqu'on investit de l'argent pour le faire fructifier, en recevant des dividendes par exemple, ou en attendant que l'investissement prenne de la valeur. Ça peut être investir en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier, dans les startups ou même dans les obligations d'État. Les personnes qui font partie de la catégorie de droite, elles ne travaillent pas pour l'argent, elles font travailler l'argent pour eux. Elles ont des revenus passifs. Ça veut dire qu'elles n'échangent pas leur temps contre de l'argent et du coup elles font ce qu'elles veulent de leur temps. Évidemment, vous pouvez faire partie de plusieurs catégories en même temps. Vous pouvez être par exemple un employé et avoir une petite activité complémentaire à votre compte tout en investissant votre argent. C'est important de noter que les catégories de droite, elles sont plus risquées et que donc elles ne conviennent pas forcément à tout le monde. Mais j'ai envie de dire, selon vous, quel est le risque le plus important? Le risque de perdre potentiellement une partie de votre capital ou alors le risque de devoir travailler 5 jours sur 7 pendant la majorité de votre vie? Pour ne plus être le serviteur de l'argent, il faut commencer par réaliser que vous avez une conscience de l'argent. Et cette conscience, elle se divise en 2 parties. La conscience des dépenses et la conscience des gains.
La plupart des gens ont une conscience des dépenses très développée. Ils savent très bien dans quoi ils vont dépenser tout leur argent dès qu'ils toucheront leur salaire. Parfois même, faire un prêt pour dépenser l'argent qu'ils n'ont pas encore. Mais après avoir trouvé un travail, très peu pensent à comment gagner plus d'argent. En vérité, trouver un travail, ce n'est que la première étape dans la conscience des gars. Si vous restez dans la première étape, alors vous allez rester coincé dans la course de vie que tout le monde connaît. Trouver un travail pour gagner un salaire, dépenser ce salaire, puis retourner travailler. L'idée, c'est que si vous allez travailler pour gagner un salaire, au lieu de tout dépenser, vous l'investissez. Et après un certain stade, vous allez pouvoir vivre des intérêts de vos investissements. Arrêtons-nous un instant pour voir ce que les personnes normales font. Elles travaillent toute la semaine, 5 jours sur 7, du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Ils gagnent quoi? On va dire plus ou moins quelque chose comme 2 000 € par mois pour un temps plein. On va dire ça. Ce qui fait 24 000 € par an. Et ils en font quoi? Ils donnent tout. C'était leur argent. Ils ont travaillé pour ça. Ils l'ont gagné. Mais ils ne réussissent pas à le garder. Et si on changeait ça? Si avant de payer qui ou quoi que ce soit, on gardait une partie pour nous. Si on se disait, tout ce que je gagne le lundi matin de 8h à midi, c'est pour moi. Vous auriez 10% de votre salaire épargné. Vous allez sûrement me dire, je peux pas me le permettre. Mais peut-être qu'en vérité, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. À ce sujet, je vous conseille le livre « L'homme le plus riche de Babylone » que je mets ici en dessous en description. L'être humain a la capacité de s'adapter à l'argent qu'il a ou au temps qu'il a pour faire quelque chose. Si vous avez 10% de votre salaire en moins, peut-être que vous arriveriez à mieux gérer votre budget parce que vous feriez plus attention et vous arriveriez à effacer les dépenses inutiles que ces 10% vous auraient générées. Peut-être même que vous pensez que 10% c'est pas grand-chose, 10% par mois. Mais est-ce que vous savez que si vous investissez ces 10% pour les faire travailler pour vous, vous allez générer des intérêts qui vont venir s'ajouter à votre capital de départ pour à leur tour générer des intérêts. Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. C'est ce que l'on appelle les intérêts composés. C'est littéralement quand l'argent travaille pour vous. Et donc, chaque petite somme de vos intérêts vient s'accumuler. C'est pas grand chose tout de suite. Vous verrez peut-être pas la progression demain, ni dans quelques semaines. Mais plus les années vont passer, et plus ces chiffres vont monter exponentiellement. D'ailleurs, l'esprit humain, il n'est pas capable de comprendre le fonctionnement des nombres exponentiels ou non linéaires. Et donc, on n'arrive pas à s'en faire une image. Pour vous aider, je vais vous raconter un mythe. Ou une histoire vraie. Personne ne sait en fait si ça s'est vraiment passé. Et en plus, je l'ai un peu modifié, donc... Mais bon, ça n'a pas d'importance. Il y a bien longtemps, en Inde, un puissant roi s'ennuyait. Parce que rien n'arrivait à défier son brillant esprit. Donc un jour, il a organisé un concours. Celui qui inventerait le meilleur jeu pour le distraire gagnerait un prix. Un sage nommé Sissa inventa pour lui le jeu d'échecs. Ce qui a grandement diverti le roi, parce que enfin, son brillant esprit allait pouvoir être challengé. Mais le roi, il perdit la partie face à Sissa. Et évidemment, en tant que grand roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a condamné à mort. Plutôt logique. Mais puisque c'était quand même un bon roi, il lui a laissé un dernier souhait. Sissa lui demanda, « S'il te plaît, grand roi, j'aimerais que ma famille ait un grain de riz qui doublera à chaque case de l'échiquier. » Le roi, il a fait un calcul rapide sur 4 cases, pour se dire que c'était une demande très modeste, et donc il accepta. Et à ce moment-là, le grand roi, il s'est bien fait avoir. Parce que un grain de riz qui double à chaque case, première case, un grain de riz, puis 2 grains, puis 4 grains. À la 12e case, on est à 2028 grains. À la 30e case, 536 millions. Et à la dernière, si on arrondit, ça fait 9 220 000 milliards grains de riz. Ce qui fait 1000 fois la production de riz annuelle mondiale. Et dès qu'il s'en rendit compte, le roi sortit son sabre pour trancher la tête de Sissa et plein de sang a giclé partout. Non, je déconne. Mais la promesse, comme on fait chez moi. La morale, c'est que l'effet cumulé est tellement puissant que même les esprits humains les plus brillants ne sont pas capables de le concevoir. Et donc, si à la place des grains de riz, on met les petites sommes de vos intérêts, on se retrouverait avec des résultats au-delà de vos espérances au bout de plusieurs années. D'ailleurs, je vous conseille également le livre « L'effet cumulé » qui parle de ce sujet. Et en plus de ça, ça ne parle pas que d'argent, donc c'est vraiment très intéressant dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce qu'un budget? Le budget, c'est pas juste un nombre, c'est en fait un plan d'action. Je vais vous montrer la technique que moi j'utilise pour gérer mon budget personnel. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, je partage avec vous juste ma méthode et chacun doit gérer son budget comme il le juge juste pour lui-même.
Je viens donc de vous montrer la technique des 10%, ce que moi personnellement j'utilise pas. Alors la première chose que je fais, c'est d'établir mon bilan des passifs et des actifs. En très simple, un actif, c'est ce qui me rapporte de l'argent. Et un passif, c'est ce qui m'en fait perdre. Un actif, ça peut être le salaire, le revenu d'une activité complémentaire, le loyer d'un bien immobilier, la vente d'e-book, des dividendes provenant d'actions, de stacking crypto, etc. En gros, tout ce qui vous rapporte de l'argent. Et un passif, ça peut être votre voiture, des dettes, votre loyer, une assurance, un abonnement Netflix, tout ce qui vous fait perdre de l'argent. D'ailleurs, une autre différence entre la classe moyenne et les riches, c'est que la classe moyenne dépense leur argent dans des passifs, c'est-à-dire des choses qui leur font perdre de l'argent. Tandis que les riches, eux, ils dépensent leur argent dans des actifs, c'est-à-dire des choses qui leur rapportent de l'argent. S'ils contractent des dettes, c'est pour s'en servir comme effet de levier pour gagner encore plus d'argent. Et est-ce que la plupart du temps, la classe moyenne contracte des dettes dans le même but? Pas vraiment. C'est souvent dans le but de s'appauvrir pour paraître riche aux yeux des autres. Imaginez une personne qui achète chaque année le nouvel iPhone depuis 10 ans pour être à la mode et se donner de l'importance. Imaginez une autre personne qui, au lieu d'acheter l'iPhone, elle achète des parts d'Apple à travers le marché boursier pour le même montant que la première. Si on calcule la performance de l'action d'Apple d'il y a 10 ans à aujourd'hui, on peut voir que le résultat est de 1245%. Donc, qui selon vous a la meilleure situation financière aujourd'hui? Bref, revenons à notre budget. Bon, je commence ici par me créer un petit tableau Excel où vous pouvez le faire dans un carnet à la main, ça revient au même. Donc, dans la colonne de gauche, je vais écrire tout ce qui me rapporte de l'argent de manière mensuelle. Évidemment, je suis en train d'inventer des chiffres et des revenus. Ensuite, je vais les additionner. Nos actifs dans cet exemple sont donc de 2200 €. Dans la colonne de droite, je vais additionner également les passifs de manière mensuelle. Pensez vraiment à tout noter. C'est important de vraiment bien y réfléchir. Ça devrait au moins vous prendre 1 heure pour être sûr de ne rien oublier. Par exemple, moi j'ai mis le loyer, les courses, le carburant, les frais de tenue de compte bancaire, l'abonnement téléphonique, etc. C'est très important que la liste des passifs soit le plus précis possible. Mais après, il ne faut pas juste s'arrêter à ça. Il faut aussi mettre toutes les dépenses annuelles que vous avez, que l'on va diviser en 12. Par exemple, moi je vais chez l'ostéopathe 1 fois par an, donc je divise le montant en 12 pour le rapporter de manière mensuelle. Pareil pour le contrôle technique, l'entretien de la voiture, l'assurance, même combien de crèmes j'achète pour le visage annuellement, combien de shampoings, etc. Tous les abonnements, mon site internet, les pneus de la voiture, etc. Même chose, je sais que moi par exemple, je change environ tous les 6 ans ma voiture d'occasion, donc je divise ça par 6 et puis par 12. Pensez vraiment à tout ce que vous faites dans votre vie qui vous fait sortir de l'argent de votre portefeuille. Surtout ne laissez rien au hasard, parce que ce n'est pas au hasard de contrôler votre budget, serve. Donc, une fois qu'on a tout mis, on sait exactement combien on dépense chaque mois. Dans notre cas, c'est 1425,50 €. Et quand on soustrait les passifs des actifs, on a notre budget excédent. Ici, on a 774,50 € en positif, ce qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, si votre budget n'est pas positif, c'est qu'il y a des dépenses à revoir, parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous dépensez plus que vous ne gagnez. Donc, soit il faut supprimer certains passifs, soit il faut trouver un moyen d'augmenter vos revenus, et donc vos actifs. Disons pour la suite de cette vidéo que vous avez réussi à faire en sorte que votre budget soit positif. La prochaine étape, c'est de créer un fonds de sécurité, c'est-à-dire de l'argent qui est là en cas de souci, qui correspond à X mois de vos passifs. Par exemple, si vous avez 6 fois le montant de vos passifs et que vous êtes viré de votre travail, vous allez pouvoir vivre pendant 6 mois en maintenant le train de vie actuel que vous avez, même en n'ayant aucun revenu. Donc dans notre exemple, un fonds de sécurité de 6 mois, ce serait donc 1425,50 € x 6. De tête, vite fait, ça fait 8553 € dans notre compte épargne. Pour ma part, j'ai choisi de faire un fonds de sécurité d'1 an, mais libre à vous de choisir le temps que vous voulez. Ça peut être 3 mois par exemple. Vraiment peu importe, c'est propre à chacun. Donc une fois que ça c'est fait, que j'ai mon excédent de budget et que j'ai mon fonds de sécurité, je peux mettre en place une répartition de l'excédent de mon budget que je répartis de cette manière. Donc je me crée 4 comptes bancaires. Le compte courant, celui sur lequel je laisse chaque mois le montant mensuel de mes passifs, évidemment pour pouvoir payer tout ce qu'il y a sur ma liste. 2, le compte épargne, c'est évidemment ce que je mets de côté. 3, le compte investissement. C'est évidemment l'argent que je dédie à l'investissement, comme le nom l'indique. Et 4, le compte loisir. C'est ce qui me sert à me faire plaisir, comme les restaurants, les voyages, etc. Donc, maintenant, je me fixe une répartition de mon budget comme je le désire. Pour ma part, c'est 40% investissement, 40% loisirs et 20% épargne, puisque j'ai déjà mon fonds de sécurité. Après, libre à vous de répartir ça comme vous le voulez, en fonction de vos objectifs. Si on en suit notre exemple, avec 774 € d'excédent, ça donnerait 154 € dans le compte épargne, 309 dans le compte investissement et également 309 dans le compte loisirs. Et ça, chaque mois.
Et donc comme ça, vous avez un budget bien rodé et bien précis. Vous savez combien investir, combien mettre de côté et combien dépenser pour votre plaisir. Du coup là, rien n'est laissé au hasard. On a le contrôle de notre portefeuille d'une façon optimale. J'entends souvent dire que investir c'est risqué. Alors oui, ça l'est, c'est vrai. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut toujours investir que l'argent qu'on est prêt à perdre et ne jamais investir l'argent qui nous sert à vivre. Donc investir est risqué parce que vous pouvez perdre de l'argent. Mais est-ce que vous savez que pendant que votre argent dort dans votre banque, vous en perdez aussi? C'est à cause de ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire la perte de valeur de la monnaie et donc la perte de pouvoir d'achat. Une des causes principales, c'est le fait que les banques centrales peuvent imprimer de l'argent tant qu'elles en veulent à partir de rien. Et puisqu'il y a plus d'argent en circulation, cet argent a moins de valeur. Ce qui est logique, plus quelque chose est rare et plus elle a de la valeur. Et inversement, moins quelque chose est rare et moins elle vaut. C'est la même chose avec la monnaie. Donc en gros, on met de côté de l'argent que les banques centrales peuvent imprimer quand elles le désirent, ce qui fait perdre la valeur de notre argent. Évidemment, vous allez me dire que le compte épargne rapporte, je crois que c'est 1 ou 2%, mais comparé à l'inflation, on y perd toujours. D'ailleurs, il faut savoir qu'en 2022, la moyenne de l'inflation en Belgique a été de 10,3%. C'est énorme. Ce qui veut dire que la valeur que vous aviez sur votre compte épargne a baissé de 10,3%. Donc, si vous aviez 1000 € sur votre compte bancaire en 2022, maintenant, ces 1000 € ont autant de valeur que 897 €. D'ailleurs, au cours de la période d'observation, c'est-à-dire de 1960 à 2022, le taux d'inflation moyen, donc la chute de la valeur de la monnaie, a été de 3,6 par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 751,84%, encore une fois calculé de tête. Un article qui coûtait 1000 € en 1960 est facturé aujourd'hui 8518,4 € en 2023. Donc, quitte à faire dormir votre argent en perdant de la valeur, autant le faire travailler pour vous. De toute façon, c'est ce que votre banque fait avec votre argent en fait. Votre argent, il n'est pas dans leur coffre. D'ailleurs, si tout le monde voudrait retirer leur argent en même temps, ce serait impossible pour votre banque de vous rendre votre argent, tout simplement parce que votre argent a été investi. Ils font travailler votre argent pour eux. Donc, autant le faire nous-mêmes pour notre propre profit. D'ailleurs, votre argent à la banque n'est pas vraiment le vôtre, c'est à la banque. La banque a juste une créance envers vous, mais l'argent leur appartient. Évidemment, comme je l'ai dit, je ne suis pas conseiller financier, donc à vous de vous faire votre propre gestion de budget qui vous convient. J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un peu plus clair et vous permettra d'améliorer votre gestion financière. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner ou à commenter, mais surtout, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un proche qui ne sait pas gérer un budget.